Bonjour. Après le rappel électrostatique qu'on avait fait dans la précédente vidéo, on va voir dans celle-ci les lois locales de l'électrostatique. Contrairement aux lois dites intégrales, les lois locales sont satisfaites en chaque point de l'espace. On fera dans cette vidéo des exemples d'application de ces lois locales au calcul de champ et de potentiel. Bismillahirrahmanirrahim. Toujours avec la partie électromagnétisme, on va voir aujourd'hui le chapitre 2 sur les lois locales de l'électrostatique. On va commencer par le petit 1, relation entre le champ et le potentiel électrostatique. En un point M de l'espace, le champ E de M est lié au potentiel V de M par la relation locale. E de M est également grade V de M. Cette relation est dite locale parce qu'elle est appliquée au même point M. L'opérateur grade, abréviation de gradient, est défini mathématiquement tel que pour toute fonction scalaire f, la variation df sur un déplacement dl est telle que df est égal à grade f scalaire dl. Concrètement, ça veut dire que lorsqu'on considère deux points M et M' infiniment proches, le dl c'est le vecteur M', et le df c'est f de M' moins f de M, c'est-à-dire la variation de f sur le déplacement dl. Le gradient grade, c'est ce qu'on note aussi mathématiquement par l'opérateur Nabla, qui se note comme ceci, qui est égal en coordonnées cartésiennes au vecteur, la dérivée par rapport à x, dérivée par rapport à y, dérivée par rapport à z. Par contre, le déplacement dl, c'est le vecteur dx, dy, dz. Donc si on fait le produit scalaire avec grade f, on obtient df est égal, mathématiquement, donc c'est ça la variation de f. En appliquant cette formule au potentiel V, on obtient dV est égal à grade V dl. Or, grade V, c'est moins E, on obtient alors E scalaire dl est égal à moins dV. Relation intéressante qu'on va utiliser par la suite. Maintenant, on appelle circulation du champ électrostatique E le long d'un trajet AB, tel que ce trajet par exemple, la quantité qu'on note C qui est égale à la somme de A jusqu'à B de E scalaire dl. Le dl, c'est un petit déplacement qui va de A à B, c'est-à-dire qu'il est tangent au déplacement dl. Et le E, c'est le champ électrique en ce même point. Donc on fait la somme de A jusqu'à B de chaque petit déplacement dl multiplié scalairement par le champ électrique en ce même point. Et la somme va donner ce qu'on appelle la circulation C. En remplaçant E dl par moins dv, on obtient la somme de A jusqu'à B de moins dv, ce qui donne finalement la circulation C est égal à V de A moins V de B, c'est-à-dire le potentiel en A moins le potentiel en B. Autrement dit, c'est la différence de potentiel entre les points A et B. On va faire quelques remarques. D'abord, la circulation C qu'on vient de voir est indépendante du chemin suivi. Elle ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. Donc c'est le même quel que soit le chemin suivi entre A et B, puisque ça ne dépend que du point A et du point B. On dit alors que le champ électrostatique est à circulation conservative. Deuxième remarque. On va considérer une charge ponctuelle Q qu'on place dans un champ électrique E. Cette charge est soumise à la force F est égale à QE. Donc F et E sont collinéaires. Et sur le schéma, j'ai considéré que Q est positive parce que dans ce cas, le champ E et la force F sont de même sens. Le travail de cette force au cours d'un déplacement dl. Et comme vous l'avez vu en mécanique du point, delta W est égal à F scalaire dl. On remplace F par son expression, donc c'est QE scalaire dl. Or E scalaire dl c'est moins dV, donc le delta W est égal à moins Q dV. Pour un déplacement fini d'un point A vers un point B. Le travail de cette force, c'est la somme des travaux delta W du point A jusqu'au point B. Il est donc égal à Q intégrale de dV
de B jusqu'au point A. On a inversé les bornes pour faire disparaître le signe moins. Et donc on obtient W est égal à Q facteur de VA moins VB. Alors là aussi, on remarque que le travail ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. Il ne dépend pas du chemin suivi. On dit alors que la force F est une force conservative, comme vous le savez. Troisième remarque, on va considérer deux points M et M' infiniment proches l'un de l'autre. Et on va appeler le déplacement de L est égal au vecteur M'. Si ce déplacement de L est parallèle au champ électrique E et dans le même sens, comme c'est le schéma, le produit scalaire dL scalaire E est strictement positif. Or, on vient de voir que dL scalaire E est égal à moins dV, donc dV qui est égal à V de M' moins V de M, c'est inférieur à 0. On déduit alors que V de M' est inférieur à V de M. C'est-à-dire lorsqu'on s'est déplacé dans le sens du champ électrique, le potentiel a diminué. On a donc la propriété suivante. Le champ E est toujours dirigé dans le sens des potentiels décroissants. Deuxième cas particulier, si le déplacement dL est perpendiculaire au champ électrique E, comme sur le schéma ici, le produit scalaire est alors nul. On en déduit alors que dV est égal à 0, ce qui fait que V de M est égal à V de M'. Ça veut dire alors que M et M' appartiennent à la même surface équipotentielle, d'où la deuxième propriété du champ, c'est que les lignes de champ sont toujours normales aux surfaces équipotentielles. On va illustrer ces deux propriétés sur l'exemple simple suivant. C'est celui d'une charge ponctuelle Q, qu'on va considérer positive. On avait vu que le champ électrostatique créé par cette charge, c'est Q sur 4pi epsilon 0 R carré porté par ER. Et le potentiel créé, c'est Q sur 4pi epsilon 0 petit r. Alors pour les lignes de champ, elles sont tangentes au champ électrique E, ce qui fait qu'elles sont parallèles à ER. Donc les lignes de champ sont des segments qui se coupent sur la charge Q. Par contre, pour les équipotentiels, il faut résoudre l'équation V égale constante. Comme la seule variable dans cette expression, c'est le petit r, donc V égale constante, ça veut dire que petit r égale constante. Ce qui fait que les équipotentiels sont des cercles, qu'on peut schématiser par des cercles sur le plan de la figure. On peut maintenant vérifier les deux propriétés. Pour la deuxième, on sait que les rayons d'un cercle sont perpendiculaires au cercle, donc les lignes de champ sont bien perpendiculaires aux surfaces équipotentielles, en tout point. Pour la première propriété, lorsqu'on se déplace selon une ligne de champ, on s'éloigne de la charge Q, ce qui fait que le petit r augmente. Et donc le potentiel V diminue parce que le petit r c'est au dénominateur. Donc la première propriété est bien vérifiée, les lignes de champ ont bien le sens des potentiels décroissants. On va passer maintenant à petit 2, équation de Maxwell-Faraday en régime statique. Soit un trajet fermé AB, c'est ce trajet-là, tel que le point d'arrivée est confondu avec le point de départ. Donc A est confondu avec B. En appliquant la formule précédente, la circulation sur ce contour fermé qu'on a noté C, qui est égal à V de A moins V de B, elle doit être égale à 0, parce que le A est confondu avec B, donc V de A est égal à V de B. D'où la propriété suivante du champ électrostatique, l'intégrale de E de L sur un contour fermé quelconque est égale à 0. Considérons maintenant un contour fermé orienté qu'on a noté C. On peut l'imaginer comme cet anneau ou bien cette bague qui constitue bien un contour fermé. Sur ce schéma, le trait plein, ça veut dire que c'est la partie de l'anneau qui est en avant du plan de la figure et le trait en pointillé, c'est en arrière du plan de la figure. On va considérer maintenant une surface S qui s'appuie sur le contour C. Voilà cette surface S qui n'est pas une surface fermée. On peut l'imaginer comme cette partie de bulle de savon qui s'appuie sur cet anneau. Les couleurs qu'on voit sur cette bulle sont des franges d'interférence qu'on verra par la suite, Inch'Allah, dans la partie optique. On va appliquer maintenant un théorème mathématique qui s'appelle le théorème de Stokes, qui est le suivant. La circulation d'un champ quelconque sur un contour fermé
est égal au flux du rotationnel de ce champ sur la surface S qui s'appuie sur le contour fermé. Avec ds normal à la surface S en tout point de cette surface est dirigé selon l'orientation de C. Pour trouver le sens, on utilise la règle de la main droite. Donc on imagine qu'on a la main droite placée comme ça, tel que l'index de la main indique le sens de l'orientation. Dans ce cas, le pouce indique le sens de ds. Donc d'après cette orientation, le ds va être dirigé vers le haut. Si jamais on inverse le sens de l'orientation, la main doit être inversée et donc le ds va être dirigé dans l'autre sens. Ce théorème de Stokes est appliqué ici au champ électrostatique E, mais il est vrai pour n'importe quel champ vectoriel. Comme la circulation du champ électrostatique sur le contour fermé est nulle, donc ce flux va être nul, quelle que soit la surface S. Ce qui fait que le rotationnel de E va être nul. D'où la loi locale, rotationnel de E de M est égal à 0, quel que soit le point M de l'espace. Cette relation est appelée équation de Maxwell-Faraday en régime statique. Parce qu'on verra qu'en régime variable, le rotationnel de E ne va pas être nul. En utilisant l'opérateur nabla, le rotationnel s'écrit sous la forme d'un produit vectoriel avec nabla. Et donc, l'équation de Maxwell-Faraday en régime statique s'écrit nabla vectoriel E est égal à vecteur nul. En coordonnées cartésiennes, nabla, c'est le vecteur constitué des trois dérivées partielles. Le E, en général, il a trois composantes EX, EY et EZ. Et le calcul de ce produit vectoriel est le suivant. D'abord, on barre la première ligne pour trouver la première composante et on calcule ce déterminant. Ce produit, c'est la dérivée partielle de EZ par rapport à Y, moins le deuxième produit, c'est la dérivée partielle de EY par rapport à Z. Pour trouver la deuxième composante, on barre la deuxième ligne et on multiplie par moins 1. Donc on calcule le déterminant suivant, on multiplie par moins 1, on obtient cette expression-là. Pour la troisième composante, on barre la troisième ligne et on calcule le déterminant en utilisant les deux premières lignes, on obtient donc cette expression-là. On passe au petit 3, théorème de Gauss local, c'est la troisième loi locale qu'on va voir. Je vous rappelle d'abord la forme intégrale du théorème de Gauss en considérant une distribution volumique de charge ρ. On considère une surface fermée S. On avait vu que le flux de E à travers cette surface fermée, c'est Q intérieur sur epsilon 0. Avec Q intérieur, c'est l'intégrale triple de ρ de taux sur tout le volume V englobé par la surface S. On va maintenant appliquer un deuxième théorème mathématique, c'est ce qu'on appelle le théorème d'Ostrogradsky, qui dit que le flux à travers une surface fermée d'un champ quelconque est égal à l'intégrale triple sur le volume V englobé par la surface fermée de la divergence de ce champ vectoriel fois des taux, éléments de volume. On obtient alors cette expression en remplaçant le flux de E par cette expression-là, divergence de E des taux, et en remplaçant Q intérieur par l'intégrale triple de ρ des taux en introduisant le epsilon 0 à l'intérieur de l'intégrale. Et puisque cette expression est vraie quel que soit le volume V, on obtient alors la loi locale, divergence de E de M est égale à ρ de M sur epsilon 0. C'est bien une loi locale puisqu'elle s'applique en tout point M de l'espace. Cette loi constitue la forme locale du théorème de Gauss. Donc on a deux formes pour le théorème de Gauss, la forme locale et la forme intégrale. Et cette équation s'appelle l'équation de Maxwell-Gauss. Une remarque, la divergence de E s'écrit nabla scalaire E en utilisant l'opérateur nabla. Et vous savez que le produit scalaire, c'est la somme des produits 2 à 2 des composantes. On obtient alors cette expression-là pour la divergence du champ électrique en coordonnées cartésiennes. On va faire maintenant une application
c'est le calcul du champ créé par une boule uniformément chargée en volume. On va donc considérer une boule de rayon grand R chargée en volume par la densité ρ, et on considère un point M quelconque de l'espace. On va utiliser les symétries et les invariances. Tout plan passant par M et par O constitue un plan de symétrie pour cette distribution. Donc le champ électrique E en M est porté par leur intersection qui est droite OM. Donc il est porté par ER. Et en plus, la distribution est invariante par toute rotation autour de n'importe quel axe qui passe par O. Donc le champ électrique E en M ne va dépendre ni de θ ni de φ. Il ne va dépendre alors que de R. On conclut alors que E de M est égal à E de R porté par ER. Avec bien sûr petit r, c'est la distance entre le point O et le point M. La divergence en coordonnées sphériques, c'est cette expression-là. Vous pouvez le trouver dans les formulaires ou bien dans les concours, on vous la donne. Ce que vous devez connaître, c'est les expressions des opérateurs en coordonnées cartésiennes. ER, c'est la composante suivant ER, Eθ, c'est la composante suivant Eθ, et Eφ, c'est la composante suivant Eφ. Ici, on a cette expression-là pour le champ électrique. Donc la composante suivante ER, c'est E de R, c'est-à-dire une fonction de R. Par contre, les composantes suivantes Eθ et Eφ sont nulles, toutes les deux. Donc si on remplace dans cette expression le Eθ et le Φ, ces deux termes vont disparaître. Il ne va rester que ce terme-là, d'où l'expression de la divergence en coordonnées sphériques dans le cas de notre distribution. On commence par le cas où petit r est supérieur à grand R, c'est-à-dire lorsqu'on est à l'extérieur de la boule, ρ est égal à 0, et donc, d'après l'équation de Maxwell-Gauss, si on remplace ρ par 0, on obtient la divergence nulle, donc cette expression-là va être nulle. On peut alors simplifier par le r carré, en multipliant les deux côtés par r carré, et il ne reste alors que cette dérivée partielle qui est égale à 0. En intégrant, ce qui est l'intérieur de la dérivée va être une constante. Donc le r carré E de R est égal à une constante d'intégration qu'on va noter ici C. D'où E de R est une constante C sur R carré. Cette constante C, on va la déterminer par la suite par continuité. On va donc d'abord étudier le cas pour R inférieur à grand R, c'est-à-dire lorsqu'on est à l'intérieur de la boule. Le ρ est égal à une constante qui est non nulle. D'où, d'après l'équation de Maxwell-Gauss, en écrivant ici est égal à ρ sur epsilon 0 et en multipliant par r carré des deux côtés, on obtient la dérivée par rapport à R de R carré E de R est égal à ρ sur epsilon 0 multiplié par petit r carré. On doit intégrer par rapport à R. Et vous savez que la primitive de r carré, c'est r au cube sur 3. D'où l'on obtient r carré fois E de R est égal à ρ sur 3 epsilon 0 fois r au cube, plus une nouvelle constante qu'on note C'. Pour trouver C', on va faire tendre petit r vers 0. Ce terme-là va tendre vers 0. Mais pour ce terme, on ne peut pas conclure parce que si le E de R tend vers l'infini, on ne peut pas conclure parce qu'on aura une forme indéterminée 0 multiplié par l'infini. On peut affirmer que E de R ne peut pas tendre vers l'infini parce qu'il s'agit ici d'une distribution volumique. Donc le champ est défini et continu en tout point de l'espace. Mais on peut trouver même la valeur de E de R lorsque R tend vers 0 en utilisant uniquement les propriétés de symétrie. Pour cette distribution-là, tout plan passant par O est un plan de symétrie, parce qu'il divise la distribution en deux moitiés identiques, donc c'est un plan de symétrie. On peut alors conclure que le champ en O doit être nul, parce que seul le vecteur nul peut appartenir à tous les plans qui passent par un point. Et donc le E de 0 est égal à 0. Donc lorsque R tend vers 0, ce terme disparaît, et ce terme-là aussi, puisqu'on a ici 0 fois 0. Ce qui fait que le C' va être nul, et en simplifiant par R carré des deux côtés, on obtient alors E de R est égal à ρ fois R sur 3 epsilon 0. Et ceci pour R inférieur ou égal à grand R. Maintenant alors, on peut utiliser la continuité en grand R, c'est-à-dire on va écrire E de R moins est égal à E de R plus. On obtient alors l'équation C sur R carré pour R plus et ρ fois grand R sur 3 epsilon 0 pour R moins.
En multipliant des deux côtés par r carré, on obtient le grand C égale ρ fois r au cube sur 3 epsilon 0. Et on conclut alors que pour petit r supérieur à grand R, l'expression devient ρ fois r au cube sur 3 epsilon 0 r carré. Et finalement, donc, on a, pour petit r inférieur ou égal à grand R, le champ électrique est égal à ρ fois petit r sur 3 epsilon 0 porté par ER. Et pour petit r supérieur à grand R, le champ électrique c'est ρ fois r au cube sur 3 epsilon 0 r carré porté par ER. Voilà donc un exemple d'application de calcul de champ en utilisant l'équation de Maxwell-Gauss. Il nous reste à faire une petite remarque. On va noter Q, la charge portée par toute la boule. Puisque la distribution de charge est uniforme, on a alors Q égale ρ multiplié par 4 tiers pi R3, c'est le volume de la sphère de rayon grand R. D'après ce qu'on vient de voir pour R supérieur à grand R, on a l'expression ρ fois r au cube sur 3 epsilon 0 r carré. On doit faire apparaître le petit q ici. On remarque qu'on a déjà le ρ r au cube et le 3. Il suffit de multiplier par 4 pi en haut et en bas. Et on obtient donc 4 tiers pi r3 r au cube multiplié par ρ multiplié par 1 sur 4 pi epsilon 0 r carré porté par ER. On remplace cette expression par q et on obtient l'expression petit q sur 4 pi epsilon 0 r carré porté par ER. Ça nous rappelle l'expression du champ créé par une charge ponctuelle. On peut donc dire que pour l'extérieur, c'est-à-dire pour les points à l'extérieur de la boule, celle-ci agit comme une charge ponctuelle placée en son centre O. C'est comme si toute la charge de la boule est concentrée au point O. On passe maintenant au dernier paragraphe. Il nous reste à voir les équations de Poisson et de Laplace. On vient de voir que la divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0, l'équation de Maxwell-Gauss. Et la première équation qu'on vient de voir, E est égal à moins grade V. On va remplacer E par cette expression-là. On tire la divergence de gradient de V est égal à moins ρ sur epsilon 0. On a fait sortir le signe moins de la divergence parce que tous les opérateurs qu'on vient de voir, la divergence, le gradient, le rotationnel, etc., sont des opérateurs linéaires. L'opérateur div-grad, c'est ce qu'on appelle le Laplacien, qu'on note delta et on obtient l'équation de Poisson. Delta V est égal à moins ρ sur epsilon 0. En utilisant l'opérateur nabla, on peut l'écrire aussi sous la forme nabla carré V est égal à moins ρ sur epsilon 0. Donc delta est égal à nabla au carré, c'est ce qu'on appelle l'opérateur laplacien. Alors d'où vient ce carré? On vient de voir que div de la divergence, c'est le produit scalaire par nabla, et grad, c'est l'opérateur nabla. Donc nabla scalaire nabla, c'est nabla carré. Finalement, en un point de l'espace où ρ est égal à 0, en remplaçant dans cette expression, on obtient le Laplacien est égal à 0. C'est ce qu'on appelle l'équation de Laplace. Donc l'équation de Laplace n'est qu'un cas particulier de l'équation de Poisson. Une remarque, vous devez retenir qu'en coordonnées cartésiennes, le Laplacien s'écrit la dérivée seconde de V par rapport à x, plus la dérivée seconde par rapport à y, plus la dérivée seconde par rapport à z. Vous devez savoir aussi que le potentiel V est continu, ainsi que ses dérivées premières, c'est-à-dire ses dérivées partielles premières. Ceci parce que le champ électrique E est continu. C'est grâce à la relation E est égal à moins grade V. Il nous dit que les composantes du champ électrique E sont égales aux dérivées premières du potentiel V à un signe moins près. Et ceci, bien sûr, pour une distribution volumique de charge uniquement. Parce qu'on avait vu que, par exemple, pour une distribution surfacique, le champ E est discontinu, donc les dérivées premières aussi. On va maintenant faire une application au calcul du potentiel V pour une boule chargée. C'est la boule qu'on vient de voir pour le champ électrique. Donc on peut utiliser le champ électrique et la relation E est égale à moins grade V pour trouver le potentiel. Je vous demande de le faire à titre d'exercice. Mais ici, on va le faire en utilisant l'équation de Laplace ou l'équation de Poisson. Pour R supérieur à grand R, on a ρ égale à 0. Donc on a l'équation de Laplace delta V est égale à 0. Et pour petit r inférieur ou égal à grand R, on a ρ égale constante différente de 0. Et donc on a l'équation de Poisson delta V est égale à moins ρ sur epsilon 0. D'abord, puisque la distribution est invariante,
par rotation par rapport à tout axe passant par O. Le potentiel V ne va dépendre ni de phi ni de θ. Donc il ne dépend que de R. Donc V de R, c'est-à-dire une fonction de R. Donc le delta V, c'est égal à cette expression-là, car en coordonnées sphériques, voici l'expression du Laplacien. Donc puisque V ne dépend que de R, ces dérivés par rapport à θ et par rapport à phi vont s'annuler. On peut même utiliser des dérivées droites, parce que V ne dépend que de la seule variable R. Pour le cas où R supérieur à grand R, c'est-à-dire que lorsqu'on est à l'extérieur de la boule, il n'y a plus de charge, et donc ρ est égal à 0, et on obtient l'équation de Laplace, delta V est égal à 0. On peut donc éliminer le 1 sur R carré, en intégrant une fois par rapport à R, ce qui est à l'intérieur de la dérivée va être une constante. On obtient donc R carré d de V sur dr est égal à une constante qu'on va noter C1. Donc le d de V sur dr va être égal à C1 sur R carré. Vous savez que la primitive de 1 sur R carré c'est moins 1 sur R, d'où l'on obtient V de R est égal à moins C1 sur R plus une constante d'intégration qu'on va noter C2. Alors, vous savez que pour le potentiel on peut faire un choix d'origine. Généralement, pour ces types de distribution, on choisit V tend vers 0 lorsque R tend vers l'infini. Lorsque R tend vers l'infini, ce terme-là va tendre vers 0. Il ne reste que C2. On doit donc prendre C2 est égal à 0. Donc pour petit r supérieur à grand R, le potentiel est égal à moins C1 sur R. La constante C1, on va la trouver par continuité par la suite. Pour R inférieur ou égal à grand R, le Laplacien est égal à moins ρ sur epsilon 0, avec ρ différent de 0. On fait passer le R carré de l'autre côté, et on intègre une fois par rapport à R. Vous savez que la primitive de R carré, c'est R au cube sur 3, et on obtient donc R carré d de V sur dr est égal à moins ρ fois R au cube sur 3 epsilon 0, plus une nouvelle constante d'intégration qu'on va noter C3. On va diviser le tout par R carré, on obtient d de V sur dr est égal à moins ρ fois R sur 3 epsilon 0 plus C3 sur R carré. On va maintenant intégrer encore une fois par rapport à R. La primitive de R, c'est R carré sur 2. Donc on obtient le terme ρ fois R carré sur 6 epsilon 0. Et la primitive de 1 sur R carré, c'est moins 1 sur R. D'où l'expression de V de R, moins ρ fois R carré sur 6 epsilon 0, moins C3 sur R, plus une quatrième constante d'intégration qu'on va noter C4. On va maintenant essayer de chercher les constantes d'intégration. D'abord, puisqu'il s'agit d'une distribution volumique, le V doit rester fini lorsque R tend vers 0. Donc, pour qu'il en soit ainsi, il faut faire disparaître ce terme, parce que sinon, il va tendre vers l'infini. Donc, pour faire disparaître ce terme-là, on doit prendre C3 est égal à 0. Et il nous reste alors donc V de R est égal à C4 moins cette expression-là, ρ fois R carré sur 6 epsilon 0. Maintenant, on va utiliser les continuités. D'abord, la continuité de la dérivée première de V par rapport à R en petit r est égal à grand R. D'après cette expression, puisque C3 est égal à 0, il nous reste alors que moins ρ fois grand R sur 3 epsilon 0 est égal à C1 sur R carré parce que, d'après cette expression-là, la dérivée première, c'est C1 sur R carré. D'où l'on tire C1 est égal à moins ρ fois R au cube sur 3 epsilon 0. On conclut alors que pour petit r supérieur à grand R, en remplaçant C1 par cette expression ici, c'est ρ fois R au cube sur 3 epsilon 0 petit r. Et finalement, on va utiliser la continuité de V en petit r est égal à grand R. D'après cette expression, il va rester C4 moins ρ fois grand R carré sur 6 epsilon 0. Et d'après cette expression, en remplaçant petit r par grand R, le grand R va se simplifier, il va rester ρ fois R carré sur 3 epsilon 0. On fait passer ce terme-là de l'autre côté, on obtient finalement C4 est égal à ρ fois R carré sur 2 epsilon 0. On remplace ce C4 dans cette expression-là et on tire alors que pour petit r inférieur au grand R, le potentiel est égal à ρ sur 2 epsilon 0 facteur de R carré moins R petit r carré sur 3 d'après cette expression-là.
Voilà donc un exemple d'application des équations locales de Poisson et de Laplace. On est arrivé à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé son contenu, n'hésitez pas de faire un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager. Merci de votre attention et à la prochaine.